Paroles urbaines, un abécédaire de la ville. A comme Atlas. Bonjour Éric Verdeil. Bonjour. Alors je vais prendre les lignes hautes du CV parce que c'est un peu long. Mais pour faire court, donc vous êtes géographe, urbaniste, professeur à Sciences Po. Je pense que vous enseignez aussi à l'école urbaine. Bien sûr. Et surtout, une grande partie de votre travail a été fait au Liban. Vous avez étudié ce pays et ses villes de haut en bas, de long en large, ce qui fait une grande spécificité de votre travail, aussi dans d'autres lieux du Moyen-Orient. Mais avant de commencer, et deux choses évidemment aussi que je voudrais rajouter, c'est qu'on va parler d'un de vos livres qui vient de sortir, qui s'appelle l'Atlas des mondes urbains. C'est un peu l'objectif de la lettre. Mais avant qu'on se lance là-dessus, ce qui m'intéresse, c'est de savoir c'est quoi la géographie urbaine. Et je vais être un peu provocateur, ça sert à quoi ? Alors, la question elle est vaste et elle a reçu de nombreuses tentatives de définition de la part de différents auteurs, parce que finalement, c'était pas la ville, c'était pas le lieu naturel de la géographie, en particulier pour la géographie française. Et donc, c'est un processus de conquête progressive d'un objet. Qui était d'ailleurs partagé et qui reste partagé avec les autres sciences sociales qui s'intéressent à la ville, que ce soit la sociologie, la science politique, l'histoire évidemment. Et voilà, donc dans ce contexte-là, je dirais que la géographie urbaine, elle a progressivement fait se connecter deux objets. Si on prend la tradition française, c'est une vision des villes dans l'espace. Et donc, avec une analyse portant sur soit la relation entre la ville et son environnement rural, soit les relations entre les différentes villes entre elles. Et puis, une deuxième tradition qui s'est intéressée à l'espace urbain en lui-même, à la manière dont cet espace urbain s'est constitué, s'est différencié, s'est transformé. Donc, à partir de là, se demander à quoi sert la géographie urbaine, finalement, c'est, à mon avis, par rapport notamment aux autres disciplines, c'est vraiment une insistance sur la fabrication de l'espace, comment l'espace dans la ville est construit, et le résultat d'une production qui, pour le coup, elle est évidemment sociale, cette production, elle est même conflictuelle, politique, mais je crois que un des grands apports, ou une des grandes caractéristiques de cette géographie urbaine, c'est aussi de prendre en compte, plus que les autres disciplines, la dimension matérielle de l'espace urbain. Et donc je pense que il y a eu par une série de travaux. Moi, j'aime beaucoup citer celui qui était un peu mon maître, en tout cas celui qui m'a introduit à cette géographie urbaine, c'est Marcel Roncaillolo, et pour qui, justement, cette dimension de la matérialité, mais aussi une matérialité qui est largement une matérialité héritée, paraît extrêmement importante à prendre en compte. Et donc, je dirais que c'est là l'apport de cette géographie, la combinaison de la construction de l'espace avec son héritage et notamment la matérialité héritée de la ville. Alors avant qu'on parle du livre, il a un titre important et ça me rappelle une autre question. Est-ce que le monde, il est urbain ? En tout cas, le monde actuel. Et où est-ce qu'il devient urbain ? Où est-ce qu'il est devenu ? Et peut-être c'est aussi l'occasion de voir, évidemment, on y va un peu rapidement, mais comment il est devenu urbain ? Alors, tout d'abord, lorsqu'on a commencé à réfléchir à cet atlas, l'idée c'était de faire un atlas de la ville, des villes. La demande de l'éditeur était un peu imprécise par rapport à ça. Il y avait évidemment une réflexion sur les villes et la mondialisation. Et moi, j'étais aussi intéressé par
une autre perspective qui était aussi la question de la planétarisation de l'urbain telle qu'elle avait été introduite donc par Brenner et Schmitt dans les 5 dernières années. Là, il y a un peu un débat qui s'est ouvert autour de ça. C'est-à-dire, je dirais que l'idée de planétarisation de l'urbain, elle ajoute par rapport à l'idée de mondialisation de l'urbain, qui elle est un peu plus ancienne, qui a été notamment très présente dans les travaux de Jacques Lévy par exemple, ou de Michel Lusso. Je trouve que ce qui est ajouté ici, c'est, moi justement, il y a cette dimension matérielle déjà, cette dimension aussi d'inclure des aires de dépendance, des aires c'est-à-dire que la ville, elle a bien sûr son emprise, avec tout ce qui la caractérise, politique, des réseaux, des aéroports, des institutions et tout ce qu'on veut, mais il y a aussi cette idée d'aller chercher, extraire des ressources, mettre en domination des territoires et les peuples ou les populations qui les occupent pour, on va dire, nourrir au sens très large la ville. Et donc, moi, c'était une des perspectives qui m'intéressait. Et à mon avis, ça prend la question de la mondialisation ou du monde d'une manière un petit peu différente. Parce que la manière dont, justement, ce thème de la ville et du monde, de la ville comme accès au monde, et donc quelque part de la ville comme ce qui permet à la mondialisation véritablement d'être mise en œuvre. Et je dirais que dans cette perspective-là, il y a une dimension un peu héroïque de la ville, qui est ce qui nous ouvre à un monde plus large. Donc c'est une perspective qui insiste sur les libertés offertes par la mondialisation, mais par les villes. C'est une approche qui permet quelque part de prendre en compte la créativité des villes, leur potentiel, oui, libératoire. Et je dirais que cette vision, elle a conduit évidemment les gens qui se sont intéressés à ces thèmes à s'intéresser aussi aux plus grandes villes. Donc les métropoles, mais pas simplement dans leur aspect économique, évidemment, dans leur aspect aussi culturel, dans les enjeux de rayonnement. Et tout ça, moi, évidemment, j'y adhère, enfin, je ne le remets pas du tout en cause. Mais une des choses que j'ai voulu essayer d'articuler avec ça, c'était d'une part cette dimension de la planétarisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis d'autre part, l'idée que on ne peut pas réduire notre compréhension du monde urbain à uniquement cet échelon supérieur qui est ultra visible, qui est aussi le lieu où, en tant que touriste, pour l'essentiel, on se déplace, ou en tant que chercheur, on se déplace aussi parce qu'on a des facilités de communication, mais qui finalement se limitent un petit peu à nous amener à un endroit où il y a un aéroport, et puis on va circuler dans un espace restreint autour de ça. Et il me semblait qu'au contraire, il fallait prendre en compte une diversité du monde urbain, et je dirais même des mondes urbains. Du coup, c'est pour ça qu'on a introduit le pluriel, en se disant aussi qu'il y avait parfois des expériences un peu irréductibles les unes aux autres, et le pluriel veut insister sur ça. C'est-à-dire, il n'y a pas un modèle, il n'y a pas une manière d'être urbain, et il y a au contraire peut-être des contradictions, des itinéraires peut-être divergents. Et donc c'est un petit peu cela aussi que j'ai cherché à mettre en avant à travers ce pluriel des mondes urbains. On y reviendra parce qu'effectivement c'est un peu c'est vraiment la force du livre. Mais avant toute chose, je voudrais qu'on s'arrête sur un point qui est pas l'élément le plus vendeur quand on veut parler d'un bouquin ou même d'un sujet en général, c'est la méthodologie. C'est pas les choses que les gens regardent par la fois. Et je trouve que là-dessus ça vaut le coup. Peu trivial de dire ça, mais de s'y arrêter un petit instant, parce que moi je trouve, donc on a un atlas, alors évidemment là les gens écoutent, on a un atlas donc avec des cartes assez classiques dans la représentation que nous en avons. Mais en même temps, effectivement, il y a des modélisations originales, il y a des points de vue originaux, et effectivement, je voudrais que vous disiez un mot comment, et je le trouve assez innovant, pour être très honnête avec vous, et comment ça s'est fabriqué, cet atlas ?
quelle méthode vous avez utilisée? Quels outils vous avez utilisés? Je pense que l'outil numérique est devenu un outil très important pour vous. En tout cas, ça se sent à la lecture. Et je voudrais que vous en disiez un petit mot. Comment ça s'est construit? Alors, effectivement, je pense qu'on ne peut pas envisager cet atlas sans prendre en compte l'équipe qui l'a réalisé. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec mes collègues de l'atelier cartographique de Sciences Po, donc Thomas Ansart, Benoît Martin, Patrice Mitrano et Antoine Rio, qui sont des cartographes qui travaillent à Sciences Po avec les chercheurs, mais aussi beaucoup avec les étudiants. Ils ont même développé un logiciel pour apprendre aux étudiants à se servir, enfin à utiliser les sémiologies les plus correctes, et qui du coup doivent être les plus performantes pour représenter des statistiques. Mais je dirais que au-delà de cette dimension pédagogique, il y a chez mes collègues une double compétence. L'une qui renvoie à une sensibilité esthétique qui fait qu'ils ont, je crois, réussi à faire des cartes qui sont très belles et qui en même temps sont fabriquées en suivant une méthodologie très rigoureuse à travers autant la sélection des données que l'utilisation de données géographiques très pertinentes. Alors, les données, justement, en fait, je pense qu'il faut vraiment distinguer. Il y a d'un côté les données statistiques, notamment celles qui sont disponibles au niveau des banques mondiales, de tout un tas d'organismes qui aujourd'hui diffusent des données. Et ça, c'est une nouveauté, si vous voulez, qu'on a exploité à fond dans cet atlas. Donc il y a la dimension statistique, mais parmi ces données, il y a aussi des données géographiques. Des données géographiques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, des maillages. Ça veut dire, par exemple, des données qui représentent la ville, les pixels qui la composent. Et là, par exemple, on a utilisé une base de données qui a été récemment livrée par un organisme qui est financé par la Commission européenne et qui fournit une couverture mondiale des différents types de densité urbaine et qui connecte ça par des systèmes de modélisation assez complexes en lien avec les données de recensement, mais qui sont modélisées, parce qu'évidemment, elles ne sont jamais disponibles exactement aux mêmes dates, elles ne couvrent pas tout à fait. Enfin, voilà. C'est un outil qui permet d'harmoniser finalement les données statistiques, ce que les bases de données de la Banque mondiale, par exemple, pas de la Banque mondiale, mais des Nations Unies, ne font pas ordinairement. Donc, de ce point de vue-là, je dirais que l'originalité de notre méthode, ça a été d'aller chercher ces données et de se les approprier. Et ça nous a fourni, et je pense qu'effectivement, on est en France en tout cas parmi les premiers à utiliser ces données, et surtout à l'échelle justement du monde. L'intérêt de ces données, c'est aussi qu'elles connectent, par exemple, les données de richesse, selon la même méthode, je dirais, d'harmonisation qu'il y a pour la population. Et donc, ça permet d'avoir des estimations de richesse comparables, qui reposent plus ou moins sur les mêmes types d'estimations. On est d'accord que ce sont des estimations, mais néanmoins, ça nous permet, par exemple, d'avoir des cartes sur l'évolution de la prospérité urbaine et des graphiques, en l'occurrence, que moi, j'ai trouvé très intéressant de produire, parce qu'en plus, je pense qu'avec ça, on débouche sur des résultats qui contredisent un peu la doxa sur la métropolisation, l'accumulation toujours plus grande de la richesse dans les grandes villes. En réalité, on montre que c'est un phénomène qui est beaucoup plus varié selon les continents, selon les périodes. Et donc, voilà, ça je pense que c'est une des dimensions qu'on a pu faire, mais grâce à cette équipe, parce que moi j'en serais bien incapable, hein, mes compétences tant statistiques que cartographiques sont assez modestes. Mais moi, je veux dire que j'ai été formé à une certaine exigence dans l'utilisation de la sémiologie et puis à un regard un peu critique sur les données statistiques. Et grâce à mes collègues, parce qu'encore une fois, moi, j'aurais pas pu le faire tout seul du tout, hein, pas simplement pour une question de temps de travail, mais uniquement de compétences. Mais eux, ils avaient ces compétences statistiques, cartographiques, et ça nous a permis de rassembler ces diverses données. Et j'insiste, c'est même parfois assez spectaculaire. Alors,
l'Atlas est très très riche, il a cette force de vouloir se rendre grand public, on ne va pas pouvoir parler de tout. J'ai sélectionné 3 thèmes. Et le premier, je trouve que ça donne vraiment le ton de la façon dont ça a été modélisé. C'est une thématique qui s'appelle accélération. Et vous racontez de façon cartographique et géographique un processus historique. Et dont une thématique évidemment qui est importante, et ça vaut le coup d'y revenir un petit peu parce qu'on essaye d'être un peu pédagogue, qui montre comment on est passé de la ville à l'urbain. Alors, Éric Verdeil, voilà ma question. Comment est-on passé de la ville à l'urbain ? Bon, alors ça, je dirais cette thématique, cette manière de formuler cette transformation n'est pas nouvelle. En France, par exemple, moi j'ai été l'élève de Françoise Choët, que j'avais comme professeur lorsque j'étais à l'Institut français d'urbanisme, et elle avait, dès 1994, insisté sur cette transformation. La ville, c'est une entité, je dirais, discrète, c'est-à-dire une entité bien isolable, à la forme bien identifiable, généralement entourée de remparts ou en tout cas avec des limites morphologiques relativement nettes. Et c'est aussi, notamment dans la manière dont elle pense la ville, une communauté politique. L'urbain, c'est le résultat d'une transformation technologique, c'est l'introduction des réseaux qui vont déformer la ville par la mise en relation justement avec des espaces environnants ou d'autres villes. Et à travers ce changement morphologique se joue aussi un changement, on va dire, d'échelle, qui fait que l'espace qui était qu'on pouvait arpenter à pied d'homme, véritablement, n'est plus référé au corps humain, mais prend une autre dimension, suppose donc d'autres formes d'énergie pour la mobilité. Et puis, dans ce processus de transformation, il y a également une mutation politique très importante qui, justement, rend le pouvoir dans la ville beaucoup plus complexe. Et donc, tout cela, toutes ces transformations, c'est finalement ce qu'elle appelle le règne de l'urbain. Alors, je n'adhère pas forcément à tous les détails de ce qu'elle dit, mais il me semble que globalement, il y a ici une intuition très forte qui a été d'ailleurs reprise ou peut-être exprimée auparavant par tout un tas d'autres personnes. Alors, cette transformation-là, nous, dans l'Atlas, je ne crois pas que j'ai cité d'ailleurs le nom de Françoise Choët que j'évoque là spontanément avec vous, mais par contre, on a essayé justement d'identifier un certain nombre de données qui nous ont permis de partir de ces micros, ou de ces petites villes, parce que c'était globalement des petites villes, même s'il y a eu Rome, même s'il y a eu Alexandrie ou Bagdad, ou certaines villes chinoises qui ont aussi été des très grandes villes, c'est-à-dire qui ont approché le million d'habitants. Mais pendant très longtemps, on est resté comme ça à des tailles finalement relativement limitées. Et puis, des phénomènes économiques, technologiques liés à la transformation de la navigation, à la domestication de l'énergie, du charbon, la vapeur, et puis des phénomènes politiques, la colonisation, qui passe aussi par une domination technologique des armes qui permet justement de construire ces domaines coloniaux, va conduire à un premier changement d'échelle. Et on voit bien que c'est à la fois technologique, économique, mais aussi politique, j'insiste là-dessus. Et finalement, on a une accélération, c'est-à-dire que on peut estimer que cette transformation coloniale, ça commence vers le XVIIIe siècle, et puis il y a une accélération qui, aujourd'hui, fait que depuis 1950, malgré la décolonisation, ce mouvement de l'urbain
s'est élargi et même a gagné de nouveaux domaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les régions qui sont les plus grandes régions urbaines du monde, ce sont des régions en Asie, alors que ça correspond aux anciens deltas, enfin ils sont toujours des deltas, mais c'est des deltas qui sont devenus complètement urbanisés ou caractérisés justement par un mélange de fonctions urbaines, de fonctions agricoles, d'espaces de communication avec des densités très très importantes. C'est ce qu'on appelle parfois les dessacotas, en généralisant un nom local, enfin un nom forgé par le géographe canadien McGee pour parler de village-ville, en fait, dans le cas de Jakarta. Hein. Et donc il y a une sorte de généralisation d'un nouveau mode d'urbanisation. Et aujourd'hui, on parle de Dessakota pour le delta du Nil, la région de Lagos. Donc on voit que on a aussi, à travers cette accélération, c'est aussi un changement, un décentrement géographique extrêmement important. Alors, ce qui est, on va juste finir sur ce point. À un moment donné, vous montrez la rupture, une carte, presque une forme de changement de paradigme. Je ne sais pas si le mot est adapté, il sera plus adapté peut-être un peu plus loin. Mais, et c'est ça qui est assez bluffant dans la carte, c'est que les premières cartes montrent le temps long, au final, ce que vous venez de décrire. Après tout, la ville, et puis après d'un coup, l'ère industrielle, mais tout d'un coup, vraiment, quand on rentre de plein pied dans la deuxième partie du XXe siècle, là, les choses commencent vraiment à se faire. Et est-ce que là, on peut parler, est-ce qu'on a une nouvelle hiérarchie au final? C'est-à-dire qu'on avait la ville, l'urbain, est-ce que c'est pas autre chose, encore? Ou on est encore dans l'urbain? Ces formes de mégapoles, Mangin appelle ça des métapoles, enfin il y a beaucoup de gens, et en fait on voit bien qu'on a du mal à cerner de ce que pouvait être Londres à une époque. On disait on ne sait jamais où s'arrête Londres, et là maintenant on ne sait jamais où s'arrête l'urbanisation en général. Oui, alors je dirais que on a effectivement un double changement d'échelle. D'une part, ce premier changement qui fait qu'on passe on va dire, du territoire discret, du territoire bien identifié à des régions, on appelle ça des régions urbaines, des régions métropolitaines. Effectivement, il y a tout un vocabulaire pour les pays du Sud. On va souvent dire des mégapoles, c'est des villes qui ont plus de 10 millions d'habitants. On se rappelle que Gottman avait parlé de mégalopole pour évoquer quelque chose d'encore différent, mais qui en même temps touche à ça, c'est-à-dire des organisations fonctionnelles avec des centres différents et qui ont leur propre autonomie, et en même temps une logique de région, de très grandes régions urbaines. Et là aussi, c'est un thème, c'est un mot qu'on a essayé d'appliquer à la mégalopole japonaise, à la région centrale européenne, à l'Europe rhénane, mais en faisant parfois un saut jusqu'à Londres, etc. Donc il y a, j'allais dire, là, mais on est dans une logique d'extension d'échelle géographique. Et en même temps, ce que je trouve, ce qui peut-être pourrait brouiller cette notion d'urbain, c'est le fait que l'urbain, justement, est devenu mondialisé ou planétaire. C'est-à-dire qu'on est au-delà des logiques de continuité, et on est dans des logiques aussi de mise en réseau par l'économie, par les transports, par les mobilités, aujourd'hui par les mobilités informationnelles. Et donc ça fait partie de cette grande accélération, et quelque part, ça conduit effectivement, en un sens, à déterritorialiser l'urbain. Et peut-être que ici, peut-être qu'on pourrait émettre l'hypothèse, comme vous le suggérez, qu'on change encore de quelque chose. C'est-à-dire que, moi, je n'irai peut-être pas jusque-là, et surtout, même si je reconnais l'intérêt d'analyser cette mise en relation des espaces urbains, il me semble qu'en même temps, il ne faut surtout pas déspatialiser, dématérialiser ces espaces qui sont de plus en plus importants, même si à l'échelle de la planète, ils ne représentent qu'une fraction faible, hein. On dit parfois que c'est 3%, 4% ou 5%, je ne sais plus. Tout dépend en fait de la manière dont on le calcule, et sur les franges, et est-ce qu'on prend ou pas en compte les espaces interstitiels. Mais bon, peu importe, en tout cas, les zones qui sont effectivement occupées par les villes sont de toute façon des zones minoritaires. Mais par contre, il y a à travers les formes de domination, par exemple sur l'agriculture, sur les ressources d'énergie dont je parlais tout à l'heure, il y a effectivement d'autres formes d'arraisonnement
qui conduisent à identifier un territoire plus large. Donc vous voyez, il y a à la fois ces connexions entre villes à très grande distance, avec un peu ces écheveaux que l'on peut représenter aussi avec des projections un peu différentes, des projections centrées sur les pôles par exemple. Mais il y a aussi ces relations à distance qui relient non pas des villes entre elles, mais des villes à des espaces ressources. Et ça aussi, c'est quelque chose qui contribue à brouiller cette notion d'urbain parce que, voilà, d'une certaine manière, c'est ce que disait Brenner, par exemple, que on perd la distinction urbain-rural. Hein. Alors, voilà, je pense que ceci, c'est vrai jusqu'à un certain stade, puis ça dépend de la perspective d'analyse que l'on adopte. Mais effectivement, il y a en tout cas ces formes d'arraisonnement, on pourrait dire, qui sont intéressantes à analyser, qui changent la nature de l'urbain. Ce qui est aussi assez plus qu'intéressant dans l'Atlas, c'est que bon, il y a cette double dimension, hein, espace-temps, mais vous y rajoutez, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ça souvent, on va dire un ensemble de pratiques qui se jouent dans la ville, on va dire vie urbaine, mode de vie, on l'appellera comme on veut, et surtout vous ajoutez, je dirais, des nouvelles réflexions qu'on n'aurait pas vues dans un atlas il y a 10 ans, ou même dans la recherche urbaine en général. Et je prends un exemple précis, c'est la question du genre et de la ville, et c'est d'autant plus intéressant dans l'atlas, c'est que le cas utilisé, c'est la ville de New Delhi. Alors, première question déjà sur la thématique. Est-ce que il paraissait évident maintenant, c'est-à-dire que comme une couche de millefeuille, de rajouter cette complexité, moi je pense que oui, mais mon avis est dérisoire, de dire que maintenant, dans le regard spatial et cartographique des mouvements des gens dans la ville, il était pour vous évident, il y en a d'autres, hein, mais je prends celui-là, parce qu'il est un peu parlant et un peu d'actualité, de rajouter ces couches-là pour comprendre une nouvelle cartographie de la ville, ou proposer une nouvelle cartographie de la ville. Bon, je pense que la question du genre est une question qui est montée dans l'agenda des sciences sociales, et en particulier pour analyser les villes, et le fait qu'on l'utilise aujourd'hui dans un atlas montre que quelque part, cette notion fait partie aujourd'hui des perspectives classiques, je dirais incontournables, d'analyse de la ville. Alors effectivement, ce n'était peut-être pas le cas il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Voilà. Vous savez, il y a un autre atlas qui est paru en même temps que le nôtre, l'Atlas des villes mondiales. Et bien, de manière très intéressante, ils ont justement une double page sur l'espace public comme un lieu non pas ouvert, qui serait le lieu comment dire, qui incarnerait l'urbain par excellence, mais comme nous, et ils ont pris le même exemple, enfin ils ont pris plusieurs exemples, mais il y a New Delhi, il y a Delhi dedans, parce que c'est pas New Delhi, c'est Delhi, et pour justement montrer l'espace public comme un enjeu, un espace finalement contesté, et qui est objet de lutte. Hein. Et je trouve que cette convergence est assez symptomatique du fait que oui, c'était presque une évidence d'inclure ce thème-là dans l'Atlas. Alors, de prendre ce cas de cette ville Delhi, c'est de montrer que c'est pas qu'un problème uniquement d'occidentaux. C'est-à-dire qu'on voit bien, et la carte, elle prend un peu de temps à la comprendre. Hein. Il faut être très honnête, parce qu'elle est complexe, elle est incroyablement riche. Ça tient sur une page, hein, il faut le signaler. Mais ça enchaîne une nouvelle question, c'est que de voir dans des cultures quand même différentes de la culture occidentale, est-ce qu'en voyant l'occupation de l'espace à travers ce biais qui est la question du genre, est-ce qu'on n'assiste pas quand même à... Parce qu'il y a des effets de contradiction dans votre livre, qui veut montrer aussi la diversité des situations, et en même temps, on voit une normalisation des situations. C'est la question du genre qu'on voit à Delhi. Ce que montrent les statistiques et la cartographie, on pourrait le reproduire dans des villes d'Europe, ou même, entre guillemets, dites occidentales. Est-ce que ce n'est pas aussi un marqueur, je dirais, d'une planétarisation standardisée, pour être un peu provocateur ? Bon, alors, plusieurs points. D'abord,
un des critères qui a guidé le choix de Delhi pour nous, c'était que moi je voulais absolument que dans l'Atlas, on monte des cartes basées sur des données produites par les utilisateurs, en l'occurrence de réseaux sociaux. Là, en l'occurrence, c'est des données d'une app sur téléphone portable que des jeunes femmes peuvent activer pour signaler un danger ou la perception d'un danger ou d'une insécurité dans l'espace urbain. Donc finalement, obtenir ces données-là, ce n'était pas du tout facile. Ce type de données d'une manière générale. On a d'autres cartes qui le font. Et donc ça a été un critère de choix de Delhi. Deuxièmement, le choix de Delhi et le choix d'un certain nombre d'autres villes, on va dire, des Suds, pour parler à la française, ou du Global South, comme diraient les Anglais, ça fait aussi partie d'un pari ou d'une volonté de décentrement. C'est-à-dire que trop souvent, on a pensé les villes, et le thème de la métropolisation est exemplaire de ce point de vue-là, comme... finalement justement une manière d'unifier le monde et de penser le monde de manière unifiée, en l'occurrence à travers les logiques de la globalisation plutôt économique et financière. Et du coup, comment pouvait-on penser en contrepoint des pratiques sociales ou des formes d'organisation sociale qui n'existent pas, par exemple les questions informelles, etc. Donc le choix de Delhi se comprend aussi dans cette perspective de décentrer. Et du coup, il faut s'intéresser aux pratiques locales qui existent dans ces villes-là. Dernier point, alors, ce que nous disent les penseurs postcoloniaux du style comme Jennifer Robinson, par exemple, qui a beaucoup insisté sur cette nécessité d'un décentrement, c'est qu'on peut essayer de penser les villes occidentales non plus comme l'aune à travers laquelle mesurer ou comprendre l'ensemble du monde et donc l'ensemble des villes, mais plutôt essayer de penser les pratiques présentes dans les villes du Sud pour essayer en miroir de penser nos villes du Nord. Bon. Alors, est-ce que ça marche ça pour la question du genre ? Je dirais non, parce que la question du genre, on n'a pas eu besoin de passer par les villes du Sud pour la penser. Je dirais même qu'au contraire, la question du genre, il y a un risque. C'est que on pourrait considérer, très souvent, on considère les sociétés du Sud comme arriérées, marquées par des formes de religion, et que donc elles seraient en quelque sorte plus sujettes que nos sociétés modernes, ouvertes, démocratiques, laïques, à promouvoir les femmes, par exemple. Donc, insister sur les difficultés d'accès à l'espace public dans une ville du Sud, il y a ce risque, c'est de les renvoyer au stigmate de leur retard. Voilà. Donc, moi, alors c'est pas du tout l'esprit dans lequel on l'a fait, mais je pense qu'effectivement, il y a un risque théorique. Et peut-être que c'est des points sur lesquels on doit continuer d'avancer. Mais en tout cas, je pense que la question du genre, c'est une question qui est plutôt unificatrice. Voilà. Et en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des femmes donc, de Delhi qui utilisent une app, alors c'est plutôt des femmes de classe supérieure, même s'il y a une diversité, qui utilisent une app pour signaler les difficultés qu'elles observent, qu'elles rencontrent dans leur accès à l'espace public, dans leur pérégrination dans l'espace public. Et ça renvoie à un certain nombre de luttes qui se produisent ailleurs, concernant par exemple la place des femmes dans les métros. On sait qu'au Caire, on sait qu'à Sao Paulo et dans d'autres endroits, il y a des politiques qui se mettent en place en réponse à ce type de demande. Et donc je pense qu'en fait là, c'est un thème qui nous appelle, qui nous convie à utiliser cette fameuse notion d'intersectionnalité aussi. C'est-à-dire que les femmes ne sont pas uniquement femmes, elles sont aussi femmes de classe supérieure, femmes dominées, issues des quartiers populaires, et elles n'ont pas les mêmes modes d'accès, les mêmes modes d'expression pour signaler les dominations dont elles sont victimes. Donc voilà, ça, c'est ce qu'il y a derrière cette carte aussi qui fait que ce n'est qu'une approche, qu'une première approche. Et je reconnais que cette carte, par exemple, ne donne pas assez place aux dimensions
peut-être aux femmes dominées. Oui, non, mais en plus, il y a d'autres, dans cette partie-là, où il y a un panel assez large on va dire, de la ségrégation urbaine, pour dire, entre les inégalités, les processus de gentrification. Donc j'imagine bien, c'est pour ça que c'est très surprenant de modéliser en carte des choses qu'on lit avec des lignes et des lignes et des lignes dans les livres de sciences sociales. Donc c'est pour ça que je prenais aussi cet exemple-là, parce que il est frappant. Pas toujours facile à décoder sur le moment, mais après, quand on fait un petit effort, on le comprend bien. Alors, dernier point, après il y aura une conclusion un peu plus large, parce qu'il y a beaucoup de choses, et en plus tous les sujets sont importants, mais je voudrais raisonner presque en citadin, et il y a une partie qui s'appelle qui pilote la ville, ou y a-t-il un pilote dans la ville comme y a-t-il un pilote dans l'avion? Et effectivement, ça me paraît très important. Je ne dis pas que les autres sujets ne le sont pas, mais j'ai fait des choix. Et surtout, ça vient après, c'est plutôt bien vu dans la construction, ça vient après tous les éléments qu'on a de grossissement, de diversification, de complexité dans les différentes organisations urbaines. Et effectivement, comment faire tenir ça? Est-ce que, prenons un exemple simple, est-ce qu'un maire, même d'une très grande ville, est capable, dans ses fonctions de maire qui n'ont pas trop bougé en tant juridiquement, en tout cas dans les villes occidentales, je pense qu'ils se ressemblent à peu près tous, comment on gouverne, mais même pas gouverner, comment on tient un espace urbain pareil, et qui n'arrête pas de grossir. Et je finis avec une dernière choucourche, dont on a l'impression qu'on ne contrôle plus. Oui, alors d'abord... je voudrais rendre un hommage et remercier sincèrement mon éditrice Laurence de Bédizal, qui a suivi, et je vais dire de manière très très rapprochée, le processus d'écriture, et qui a énormément amélioré la lisibilité du texte et ses capacités d'accroche. Et notamment, il y a un jeu de titres partout dans l'ouvrage qui est remarquable, et ça lui doit beaucoup. Alors, deuxièmement, voilà, je pense qu'une chose que j'ai apprise, ou en tout cas que j'ai beaucoup plus été conduit à incorporer et à incorporer à mes analyses depuis que je suis à Sciences Po, c'est justement toute cette question de la gouvernance urbaine, à travers à la fois des enjeux de pouvoir très forts dans la ville, de compétition pour le pouvoir politique, de formes de domination de certains groupes sur d'autres, et aussi à travers toutes les formes de coordination, d'institutionnalisation que l'exercice de ce pouvoir dans la ville implique. Et donc, il était pour moi très important de pouvoir restituer, et je pensais que le vecteur cartographique s'y prêtait, cette diversité d'approches. Et donc, l'idée, c'était par exemple que l'on ne devait surtout pas penser la ville uniquement dans sa dimension d'autonomisation par rapport à l'État, mais au contraire, dans des logiques qui impliquent très souvent une subordination à l'État, et en tout cas des formes de coordination permanente et qui varient selon les sujets avec l'État. Et c'est un petit peu ça qu'on a essayé de faire dans cette forme de conclusion, en choisissant des exemples variés, assez contrastés, et certains même assez extrêmes. Par exemple, on a l'exemple de la production du désordre politique à Karachi, au Pakistan, en m'appuyant sur les travaux de mon collègue Laurent Gaillet, pour montrer que finalement la violence armée dans l'espace urbain est à la fois très importante, mais qu'elle ne doit pas être prise comme le signe d'une anarchie, parce qu'elle est quelque part régulée, notamment justement par les relations avec l'État. Donc cette question de compétition politique, pour moi, devait vraiment être très présente dans l'Atlas. Alors, en insistant comme ça sur la compétition, sur la violence, le risque, c'était peut-être effectivement de ne pas rendre suffisamment justice au fait que malgré tout, quelque part, des formes d'ordre émergent, parfois se stabilisent, pas toujours très longtemps, hein, et puis surtout, sachant qu'il n'y a pas une recette.
Et pourquoi ? Parce que finalement, les citadins sont différents partout. On ne gouverne pas Freiburg en Breisgau, donc la ville verte modèle européenne, comme on gouverne Karachi, ou comme on gouverne, on va prendre une autre petite ville dont j'ai développé le cas dans l'Atlas, la ville de Zahle au Liban, qui est aux prises avec une immigration de réfugiés syriens très importante et qui n'arrive pas à fournir d'électricité, ou enfin pour le coup qui arrive un peu à fournir de l'électricité, mais par contre qui n'arrive pas du tout à résoudre les problèmes de déchets. Bon. Et à chaque fois, il me paraissait intéressant de montrer quelle est la part de la compétition politique, quelle est la part des arrangements institutionnels qui peuvent permettre, ou au contraire parfois rendre impossible la conclusion d'accords pour résoudre ces problèmes, et puis aussi quelle est la part de l'informel et du non-dit. Et c'est ce qu'on voit avec Karachi et cette violence a priori terrible, avec beaucoup de citadins qui sont morts, qui sont assassinés, des émeutes qui tournent au vinaigre, l'armée qui arrive et qui réprime violemment. On a l'impression de la guerre civile en ville. Et en même temps, Laurent Gaillet nous apprend, et on essaye de reprendre un peu son analyse dans la cartographie, que finalement, il peut y avoir des cycles de violence, mais qu'en fin de compte, un certain ordre urbain, malgré tout, réussit à prévaloir. Et donc, c'est un petit peu cet ordre urbain caché, au-delà de ce tumulte, que l'on a aussi essayé d'identifier dans l'Atlas. Alors, vous montrez aussi, il y a différents points sur cette question. On voit bien, malgré tout, qu'un certain nombre de choses échappent, on va dire, à l'acteur public que j'oserais appeler traditionnel, tel qu'on l'a connu. Alors, on a l'exemple un peu classique de ce que rappelle le public privé, mais il y a un chapitre qui montre très bien, parce que si on a lu, et je pense que ça vaut le coup de lire l'Atlas dans sa continuité, parce que généralement on passe d'un chapitre à l'autre, et ce qui est normal, c'est plutôt agréable aussi de ces questions, mais quand on fait cet effort-là, on voit bien dans quelle complexité est la situation, et surtout de gérer, on va dire, je vais employer ce mot-là, en temps réel presque, énormément de circonstances. Et on voit bien que l'acteur public est un peu trivial et sec, pour faire court. Et donc, l'opérateur privé sur une fonction précise, avec les moyens colossaux, on ne va pas rentrer dans la puissance du néolibéralisme qui pénètre ces territoires, fait qu'effectivement, il y aura toujours un temps d'avance, il sera toujours presque facile d'accepter ces services-là. Donc ma question, elle est d'ordre, entre guillemets, démocratique. Alors je suis très prudent avec ces mots-là, mais est-ce que le citadin, en fait, voilà, c'est plutôt ça, avec ces nouvelles formes d'organisation, via le biais des élections ou autres, est-ce qu'à votre avis, il aura un peu de poids ou de moins en moins de poids pour intervenir ou faire entendre sa voix dans ces nouvelles formes d'organisation urbaine ? En fait, c'est ça que ça renvoie quand on lit cette partie-là. Bon, je pense qu'aujourd'hui, à l'échelle de la planète, effectivement, le citadin n'est pas la voie principale dans l'élaboration des politiques publiques. La situation européenne dans laquelle nous votons pour des maires, nous votons pour des présidents de métropoles et d'autres collectivités peut nous donner le sentiment que le citadin trouve par des voies légales à placer sa voix et à appuyer les transformations urbaines, mais ce n'est pas évidemment le cas dans beaucoup d'autres endroits, où finalement la résolution des problèmes peut se faire par d'autres arrangements. Mais je voudrais insister sur le fait que dans ces autres arrangements, que ce soit par exemple, prenons le cas d'Accra, par exemple, qui est la dernière planche de l'Atlas, où on montre la construction d'un espace, d'une régulation dans les transports qui passe en quelque sorte par la très progressive reconnaissance des transports informels qui se sont développés à l'initiative de petits entrepreneurs qui sont illégaux, qui parfois fonctionnent sur un mode mafieux. Mais néanmoins, il y a d'abord, paradoxalement, dans un cas comme ça,
maintenir et développer ce système se fait en réponse à la demande des citadins. Parce qu'au contraire, les initiatives des gouvernements, même s'ils sont relativement élus dans ce pays-là, sont pas adaptés. Parce que justement, ils ont tendance à suivre des recommandations des grands opérateurs internationaux, de la Banque mondiale, etc. Et ils vont développer des modes de transport qui, en fait, ne répondent pas à la demande des citadins. Donc voilà, il faut prendre en compte aussi ces systèmes informels qui permettent de pallier et dans lesquels les citadins sont parfois dominés, sont parfois exploités, mais aussi on répond aussi d'une certaine manière à leur demande. Je pense que évidemment la norme du système démocratique, elle est difficile, elle ne fonctionne pas du tout partout, mais néanmoins, il peut y avoir, ça peut jouer son rôle. Mais moi, ce sur quoi je voulais particulièrement insister dans cet atlas, c'était que on doit éviter de plaquer sur des villes qui sont dans des situations très différentes et très particulières, qui ont leur propre trajectoire, leur propre logique sociale et de pouvoir, de plaquer des solutions qui seraient toujours les mêmes et qui viendraient du Nord, parce que je pense qu'il y a d'autres formes d'institutions qui sont parfois pas basées sur la démocratie individuelle, mais qui peuvent être basées malgré tout sur l'expression de volonté collective à des échelles intermédiaires, de communautés, de groupes familiaux, etc. Ces formes d'organisation peuvent aussi porter certaines volontés citadines. Alors, effectivement, ça ne se fait pas dans le cadre de cet individualisme démocratique auquel je crois par ailleurs en tant que citadin et citoyen français, mais peut-être que ça peut se mettre en place, mais je pense qu'il faut aussi donner à chaque communauté urbaine lui accorder son propre rythme, des combats qui sont pas faciles. Il y a dans beaucoup de ces pays des porteurs, des revendicateurs de démocratie, bien sûr. Ils doivent aussi composer avec d'autres groupes, d'autres intérêts. Et voilà, on peut essayer de les soutenir parfois. Par d'autres moments, il faut aussi comprendre l'efficacité d'autres modes de réponse aux problèmes urbains. C'est bien, vous êtes confiant. Alors, on doit conclure, et ce qui me permettra aussi d'aborder des autres points, comme la question un peu évidemment écologique, c'est plutôt un chapitre sur l'anthropocène. Et je ne sais plus, j'ai lu quelqu'un qui parlait même, en parlant de votre atlas, de polycène, et je trouvais ça plutôt bien vu. Mais on y reviendra. Mais en fait, ma conclusion sera basée sur une expression qui sert un peu, je vais dire, de fil rouge, c'est une sorte un peu des trucs de libraire, ça, pour donner presque la philosophie de l'Atlas. C'est la question de mettez la notion de bien commun sur la réalité urbaine. Et alors je vais vous poser la question, pourquoi ce terme-là, dû à un certain nombre de retours que j'ai eus en faisant la recension du livre sur le site internet. Je me suis fait un peu bâcher, comme disent les jeunes, en disant, mais comment vous osez parler de bien commun ? Parlez plutôt d'espace commun, ça sera déjà bien. Alors, voilà ma question. Est-ce que l'urbain, tel qu'il est maintenant, il faut le considérer comme un bien commun, avec tout ce que ça comporte dans la réalité? Donc on l'a vu plus ou moins, on va faire social dont on a discuté, mais évidemment aussi environnemental. Beaucoup de thématiques sont abordées sur ces questions dans l'Atlas. Alors je reviens à ma question, la question du bien commun. Alors, je dirais que la question du bien commun, pour la ville, elle se pose peut-être d'abord en tant que espace social, que malgré tout, espace d'une certaine libération ou d'une certaine autonomisation des individus par rapport à des formes d'oppression collective, et comme espace de créativité. La question écologique, du point de vue de ses effets, nous conduit à lire la ville selon deux optiques assez radicalement différentes. Certains
mettent en avant les bénéfices d'une ville compacte qui justement préserve une partie des espaces agricoles et des ressources. Et d'autres, au contraire, montrent que les effets de l'urbanisation, et surtout de la méga-urbanisation à laquelle on assiste aujourd'hui, sont délétères à travers les pollutions qui vont se ressentir à des milliers de kilomètres, à travers les formes d'exploitation de l'environnement qui en résultent. Moi, j'aurais tendance à dire que je suis très attaché à la forme métropolitaine comme, justement, espace social. Même si cela implique des formes d'inégalité, d'injustice, mais malgré tout, je pense qu'il y a aussi de grands bénéfices. Du point de vue écologique, je pense qu'effectivement, les effets négatifs commencent à être très lourds, et il n'est pas sûr que ça tienne la distance. Voilà, et donc, j'ai une certaine inquiétude, et je pense qu'elle se ressent quand même dans l'Atlas sur la soutenabilité finalement du fait urbain, mais en fait de notre civilisation très clairement, et notre capacité à freiner le moteur un petit peu pour faire en sorte que l'on puisse garder les bénéfices de ces formes d'échanges très riches que la ville permet, sans détruire totalement nos environnements. Alors ça passe peut-être par des politiques d'égalité, d'élimination, enfin en tout cas de réduction considérable des très hauts revenus, puisqu'on sait que ces très hauts revenus ont des formes de consommation qui sont extrêmement délétères pour l'environnement. Mais on sait que, ça c'est la perspective sociale, on sait que d'un point de vue politique, les armées ont des bilans carbone épouvantables et qui détruisent effroyablement l'environnement. Donc effectivement, du coup, ça renvoie à des formes de politique plus égalitaires, plus aussi d'apaisement, plus pacifiques, que j'appelle de mes voeux, en tant que, si l'espoir il est quelque part, et c'est dans ces formes de politique plutôt progressistes. La taille des villes, je ne sais pas si c'est vraiment facile de jouer dessus. Voilà. Donc pour vous, c'est tous ces paramètres, tous ces éléments que vous mettez dans cette idée de bien commun urbain, si je peux me permettre de rajouter cet adjectif. C'est une espérance, c'est une tension. Le bien commun, c'est pas quelque chose d'acquis, quoi, en fait. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est susceptible de bouger, d'être contesté, peut-être de régresser. C'est un point d'équilibre. Enfin, en tout cas, il faudrait en faire du maintien de ces biens communs un objectif politique. Dernière question en termes de conclusion. En lisant votre livre, ça m'a rappelé un article très célèbre du grand Georges Simmel, qui racontait, dans un article que beaucoup d'étudiants et beaucoup on lit, qui s'appelle « Métropole et mentalité ». Alors je pense que quand il débarque dans la grande ville, il voit ce truc-là, et il s'aperçoit de beaucoup de choses, dont l'attitude du citadin, et il a ce concept assez génial de l'attitude blasée. En disant que c'est tellement énorme l'information qui nous tombe dessus, en principe on va être blasé, après on fait le tri. Est-ce que c'est cette prédiction ou cette constatation, on sait qu'elle est plus complexe, est-ce qu'au final, j'ai l'impression qu'il y a un retour, la roue tourne. Est-ce que vous avez le sentiment que ce que disait Simmel, est-ce que le citadin, dans la normalisation qu'on voit aussi sur votre atlas, dans la standardisation des pratiques, la standardisation des centres urbains via la mondialisation, la consommation, des choses comme ça, est-ce qu'au final, on n'arrive pas, parce que ce que nous disait Simmel, on arrive à un citadin qui rentre dans une attitude blasée? Bon, Simmel, il parlait à propos de Berlin, et je pense que ça repose un peu le problème de il a écrit ce papier en 1903. Oui, mais bien sûr. Ma réaction serait d'être assez, de ce point de vue-là, warning post-coloniaux, quoi. Attention, Simmel, il parle à propos de l'urbanisation et de la métropolisation de l'Allemagne dans le contexte de la révolution industrielle.
On a parfois un peu trop généralisé les premiers acquis de la sociologie européenne ou de la sociologie américaine pour en faire des clés de lecture et transposer les résultats à une échelle plus large. On peut retrouver peut-être dans les classes moyennes, supérieures, montantes des pays émergents, certaines pratiques et peut-être certains sentiments qui renvoient à ce qu'évoquerait peut-être Zimmel, mais il me semble qu'il faudrait faire des efforts de géographie et de sociologie urbaine très décentrés pour essayer de vraiment comprendre les sentiments des citadins de Delhi, de Zahle, de Accra et de Sao Paulo ou de tant d'autres villes dont on parle dans cet atlas, pour éviter de reproduire ou de vouloir plaquer une certaine expérience historique sur des situations et j'allais dire sur des rêves très, très divers. Laissons à ces citadins leurs rêves et voyons ce qu'ils nous disent de leurs rêves. Ça, c'est une belle conclusion. Eh bien, merci à vous de nous avoir accordé un peu de temps et je dis aux gens à bientôt sur cette antenne. Merci à vous. Merci beaucoup. Paroles urbaines, un abécédaire de la ville.